Comment faire pour accélérer la croissance d'une entreprise? Quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver? Les pièges à éviter? À chaque épisode, je vous partage une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec un entrepreneur ou un professionnel du marketing sur le sujet. Vous allez découvrir les secrets qui se cachent derrière leur succès. Je m'appelle Robin Vézina et bienvenue sur Hypercroissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans mon entrevue, vous allez entendre Michel Jaudoin, fondateur de soumissionrénovation.ca. Soumission Rénovation, c'est une plateforme en ligne qui permet de mettre en contact les personnes qui veulent faire des rénovations avec des fournisseurs de services. C'est très simple, l'utilisateur se rend sur le site, il fait sa demande et il va recevoir 3 soumissionnaires intéressés à travailler sur son projet gratuitement en seulement 48 heures. Comme vous allez voir, ça n'a pas toujours été facile pour Michel et même qu'à un certain moment, il était obligé de revoir son business model complètement s'il voulait survivre. Il était au pied du mur, il n'avait aucune expérience, mais il a pris la décision de transporter son entreprise sur le web. Pour y arriver, il a passé des nuits blanches à comprendre comment Google fonctionnait, comment le web fonctionnait et en l'espace d'1 an, il a commencé à voir ses efforts lui porter fruit. Aujourd'hui, Soumission Rénovation a franchi le million de chiffre d'affaires. Et c'est principalement grâce à une stratégie, le SEO, donc la création de contenu pour les moteurs de recherche. Michel va nous partager aujourd'hui sa méthode et les techniques pour apparaître sur la première page des moteurs de recherche. Donc, sans plus tarder, voici mon entrevue avec Michel Jaudoin de Soumission Rénovation. Bonne écoute. Bonjour Michel, bienvenue sur le podcast Hypercroissance. Bonjour Robin. Je suis vraiment content d'être avec toi, Michel, aujourd'hui. Donc, Michel, tu es le propriétaire fondateur de soumissionrénovation.ca. Oui, exactement. Ça a commencé en janvier 2014. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 lignes, c'est quoi Soumission Rénovation? En fait, c'est super simple. En gros, on met en relation les clients qui recherchent, on va dire, un bon entrepreneur pour faire les travaux chez eux avec des entrepreneurs de confiance qui recherchent justement des clients. Donc, finalement, le principe, c'est quoi? La personne va aller sur le site Internet et... C'est super simple. En fait, c'est quasiment même imbécile de ne pas utiliser le service, là, puis c'est sûr que je suis un peu biaisé quand je dis ça. Mais en gros, un client qui a des travaux à faire, il va sur le site, il soumet un formulaire. Donc, au lieu de remplir 15 formulaires sur 15 sites d'entrepreneurs, il le fait à un seul endroit. Nous, on l'appelle pour juste clarifier quelques détails pour vraiment être sûr de le matcher avec les bons entrepreneurs. Puis de là, on va regarder, par exemple, OK, la salle de bain, c'est à refaire, disons, dans 2 mois. C'est résidentiel, sa Joliette, des choses comme ça. Puis nous, on va matcher avec les entrepreneurs qui sont de la Naudière, par exemple, qui font du résidentiel, qui font toutes ces choses-là. Puis donc, ça évite vraiment une longue perte de temps dans les recherches, d'appeler des entrepreneurs pour dire « Ah non, je suis trop occupé, je fais pas ça » ou qui rappellent pas. Nous, on fait justement, tout ça, c'est réglé avec notre système. C'est gratuit pour les clients. L'entrepreneur, lui, il paye un petit frais. C'est même pas une commission, donc il n'y a pas de frais cachés ou quoi que ce soit. C'est un frais pour la mise en relation. En général, c'est environ 20 $ là, pour ça. Donc, c'est vraiment un no-brainer pour les clients. Au pire, ils n'utilisent pas un des entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, pour eux, ça leur coûte vraiment moins cher comme coût marketing, là. Donc, c'est fini un petit peu le casse-tête d'avoir besoin d'un beau-frère touche-à-tout qui est capable de faire nos rénos. On va sur Soumission Rénovation et là, on est des personnes de confiance qui vont nous proposer. Le beau-frère, gardez-le quand même quand vous voulez changer une poignée de porte. Toutes les autres affaires, ça, c'est sûr, il ne faut pas se casser la tête, là. On vérifie si le monde nous a des assurances, si on a des poursuites. On met même les commentaires des clients précédents, comme ça, le monde va vraiment savoir qu'est-ce qu'il y en est là. Si tu nous racontes un petit peu l'histoire, donc tu t'as parlé en 2014, tu as créé Soumission Rénovation, mais si tu nous racontes un petit peu le parcours qui t'a amené à créer Soumission Rénovation, ça serait quoi? Oui, c'est une super bonne question. En gros, comment ça fonctionnait, c'est que moi, je faisais partie des peintres étudiants pendant 8 ans, donc pendant très, très, très longtemps. Puis, en juillet 2013, je me suis dit, je vais partir à mes propres affaires. C'est bien beau les peintres étudiants, mais je suis plus trop étudiant depuis 3-4 ans. Donc, il faut que je passe à la prochaine étape. L'idée initiale de l'entreprise, c'était très, très, très archaïque. Donc, aucunement relié à la technologie. En gros, je voulais faire du porte-à-porte. Puis, pogner des clients qui étaient intéressés à faire peu importe les travaux, de la toiture, la salle de bain, paysagement, quoi que ce soit. Puis, derrière ça, de revendre ces leads-là, ces clients potentiels-là à des entrepreneurs qui cherchaient des clients. C'était aussi simple que ça. Puis, ça a chié. Donc, c'est vraiment pas ça qui s'est produit. La première année, on a perdu, je crois, 35 000 ou 45 000 $ sur 35 ou 45 000 de revenus là, dans ces eaux-là. Donc, ça a été une perte totale. Puis, ça l'a fait en sorte que, là, j'avais
plus vraiment d'argent. J'ai été chercher un prêt à la BDC, un prêt de 45 000 $. Puis, je suis vraiment acculé au dos du mur. Puis, c'est là où on réalise que quand on n'a plus d'argent puis qu'on est acculé au dos du mur, qu'on est le plus créatif. Puis, c'est là où j'ai commencé à apprendre vraiment plus tout ce qui est le marketing en ligne. Je me suis dit, ben, tu sais, le porte-à-porte, ça n'a pas fonctionné. Allons-y pour les internets. Fait que, si je comprends bien, pendant la première année, c'est toi qui faisais du porte-à-porte. Tu allais voir les gens, tu leur demandais s'il y avait des besoins de rénovation. Si la personne te disait oui, tu revendais cette personne-là à un entrepreneur. C'est ça? Oui, exactement. Là, c'est sûr, simplifié, il y avait des subtilités ici et là, mais en gros, j'avais une équipe de porte-à-porte avec moi, donc, mais réellement, c'était broche à foin, on va le dire. Là. Et là, tu connaissais rien du web et tu as dit, bon, je pense qu'il y a une opportunité dans le web. Et c'est là que tu as créé la première, tu as ouvert ton site Internet sans trop connaître c'était quoi, comment ça fonctionnait. C'est-tu comme ça que ça s'est passé? Ou? En fait, c'est pire que ça. OK. Moi, j'ai toujours été intéressé par la technologie à la base, mais j'ai jamais fait de programmation, quoi que ce soit là-dedans. Donc, je vais trouver sur un gars sur Kijiji pour avoir mon site web. Je trouvais un gars, je crois qu'il c'était 1000 $, environ. Puis, j'ai donné 1000 $. Le gars, il a fait un site web affreux, puis il l'a livré en retard, toutes les affaires pas bon là, de quelqu'un qui fait des sites Internet. Puis c'était vraiment là, un site web là, 1995. Là. Puis j'étais pas content. Puis là, qu'est-ce que j'ai réalisé? En fait, c'est un gars qui fraudait. Il faisait n'importe quoi. Il avait juste pris mon cash tellement que ce gars-là, il a même passé à la facture. Oh, ouais, c'est-tu vrai? Donc, ça a été un flop, ma première expérience avec la technologie et les sites Internet. Puis de là, ce que j'ai fait, c'est que, parce que j'ai appris de mes leçons, j'ai pris un autre gars sur Kijiji. Donc, mais là, j'ai vraiment plus supervisé la chose. OK. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un étudiant qui allait à McGill. Ça coûtait, là, j'avais encore moins d'argent, donc parce que je venais de perdre 1000 $. J'ai pris un étudiant à McGill qui voulait faire son portfolio. On a fait genre un site web phase 1, là, style MVP. Puis à un moment donné, c'est moi qui était le programmeur à temps plein de la compagnie où est-ce que j'étais tout seul dedans. Fait que t'étais tout seul, t'allais chercher des freelances qui t'aidaient à construire les morceaux que t'étais pas capable de faire finalement. Et t'étais rendu avec un site web fonctionnel au bout d'un an. Exactement. Donc ça, c'est en janvier 2015 qu'officiellement, on va vraiment faire une stratégie web. En fait, j'engage une firme, une agence web pour faire tout ça. Donc, du SEO puis du AdWords. Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'ai pris un prêt de 45 000 $. J'étais vraiment collé au dos du mur. Puis je me suis dit, oui, je vais l'utiliser l'agence, mais je vais en apprendre le plus possible de comment eux fonctionnent pour après ça, le plus possible l'appliquer moi-même. Okay. Surtout que quand tu es tout seul dans une entreprise puis que tu te startes, ce que moi j'avais beaucoup, c'est que je pouvais investir énormément de temps. Pas d'enfants, pas rien. Donc, à un moment donné, on peut vraiment s'amuser là-dedans des longues heures. Puis, donc, AdWords, surtout au tout début, là, 2015, je devais mettre probablement 20 heures, 30 heures par semaine pour tout apprendre, faire les erreurs, là, évidemment, mettre 500 $ dans la poubelle. Ça, c'est mon certificat de AdWords, combien ça m'a coûté. Mais après ça, j'ai appris puis je me suis amélioré là-dedans. Là. On va aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que tu as fait, mais juste pour nous donner une vue à vol d'oiseau, donc 2015, disons, janvier 2015, lancement officiel du site dans une formule qui fonctionne. De 2015, aujourd'hui, on est octobre 2018. Ça ressemblait à quoi un petit peu la première année là, jusqu'à aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes rendu en termes de vraiment de chiffre d'affaires? Oui. Mais regarde, je vais te dire mes chiffres là, de mes premières années. 2014, on l'oublie, ça a été une catastrophe. 2015, on a fait 115 000 $ de revenus et 700 $ de profit. Donc, wow, OK. En business, là. 2016, on a fait environ 450 000 $ de revenus. Puis à partir de là, ça a continué à augmenter. Donc 2017, on a 2016, 450. 2017, on a fait plus que x2. Puis là, on a dépassé le million cette année. Puis donc, ça va quand même bien. On a quand même une bonne croissance. Puis c'est presque exclusivement dû à notre stratégie de marketing en ligne. Là. Fait que d'année en année, tu as plus que doublé à chaque fois ton entreprise. Oui, on peut se dire ça. Nice, wow. Donc, cette croissance-là, donc vous venez de franchir le premier million. Et aujourd'hui, si tu nous parles de l'équipe là, dans sa forme actuelle, est-ce que tu es encore le seul? Il y a combien d'employés dans l'entreprise? Oui. Donc, en gros, au tout début, j'étais tout seul, ça c'est clair. Premier employé, c'était le 29 février 2016, l'année du bissextile. Après ça, ça a continué à grossir. Donc là, tu vois, en janvier, on va être environ 25.
Wow, okay. Là, c'est une saison un peu plus morte dans le milieu de la rénovation, donc on a un peu moins de personnes dans l'équipe. Tu sais, je sais pas si tu savais, mais en fait, on a lancé 2 autres sites Internet. Un B2B Quote, ça fait un peu plus d'1 an, puis un qui va être lancé, qui est lancé depuis hier, le 1er octobre, qui s'appelle expertsource.com. Donc, le même concept, mais ouais, ça fait une belle équipe, là. Justement, on a grandi nos bureaux normalement d'ici janvier, là. Wow, OK. Vraiment, vraiment intéressant. Puis si tu nous parles un petit peu de cette croissance-là, être capable de doubler à chaque année sur 3 ans, à quoi tu attribues cette forte croissance-là que tu as été capable d'avoir? Bien, en fait, honnêtement, c'est la technologie. T'sais, si c'était pas de la technologie, je serais retourné dans le sous-sol de chez ma mère, là. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est sûr qu'au tout début, la croissance, c'est surtout du AdWords, le cost per click. Ouais. Donc, en gros, l'année 2014, je faisais du porte-à-porte, mais je m'étais quand même dit, ben, tu sais, j'ai une petite affaire, je peux quand même faire peut-être un blog pour voir ce que ça donne. Puis, en fait, ça n'avait rien donné pendant l'été. Après, comme 4 mois d'écrire des articles puis de faire du Facebook, la personne avait généré genre 2 clients, donc 0 rentable. OK. Là, j'avais mis ça de côté. Puis c'est à l'été 2015 que là, avec la stratégie web que je voulais plus faire, que là, je commence à regarder plus mes choses, puis je réalise que, écoutons, le blog, ça ramène des clients en ce moment, pourtant, on fait aucun effort. Puis ça fait, disons, 9 mois environ qu'on n'a pas écrit d'article. Puis c'est là où je commence à dire, peut-être qu'il y a une opportunité, en fait, que j'ai lancée, mais que j'ai pas vue par après. Puis là, en l'été 2015, j'ai engagé une stagiaire qui a travaillé tout l'été à écrire des articles. Puis quand j'ai réalisé que c'était vraiment, vraiment intéressant d'avoir un blog, ben là, en 2017, j'ai engagé une éditrice à temps plein, plus 4 personnes pour faire du contenu à temps plein là, environ. Donc, c'est sûr que ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, c'est que, comme j'ai dit, j'avais engagé une agence web là, en début 2015. J'ai beaucoup appris d'eux parce que je leur posais plein de questions. Donc, j'ai compris c'est quoi le SEO sur le site, mais aussi off-site. Puis c'est quoi, comment bien écrire les articles, comment bien faire toutes ces choses-là. Puis après ça, j'ai énormément lu. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui lit tous les jours, tu sais, pendant une demi-heure, 1 heure, pour savoir comment mieux faire des choses. Moi, je m'amuse là-dedans. Donc, de fil en aiguille, ben, tu sais, j'ai appris comment faire du SEO, puis on a incorporé ça dans notre équipe. Puis notre éditrice, maintenant, est super bonne en SEO, alors qu'elle n'avait aucune formation avant. Donc là, on a vraiment une bonne équipe là, pour faire tout ça. On crée là, plusieurs articles par jour là, actuellement. Et dans ta croissance, appelons-le le canal d'acquisition, le contenu, ça représente combien de pourcents de ta croissance? Je crois que c'est environ 60% de ma croissance. Là. Je dois avouer, je suis plus sûr à 100% de mes chiffres, mais c'est environ 60% de ma croissance là, qui s'est générée par notre blog puis la stratégie de contenu. Là. Fait que si on regarde un petit peu ton attirail de marketing web, tu vas avoir ta stratégie de SEO. Tu fais encore du AdWords un petit peu? Oui, en fait, pas juste un peu. On fait encore des gros budgets sur AdWords. Des gros budgets sur AdWords et le email marketing. Exactement. Okay. Mais je te dirais que l'email marketing, c'est pas une grosse affaire. C'est peut-être juste 4-5% de nos clients viennent de là. C'est pas une grosse affaire, mais 4-5%, c'est quand même ça de plus comparé à rien. Puis l'organique, on va dire dans les 30 derniers jours, ça représente plus que 50% de nos clients. Tu sais, c'est 53 ou quelque chose comme ça. Puis AdWords, là, c'est dans le coin de 35% ou 40%. Là. Donc, juste pour nous dresser un petit peu le portrait d'un client potentiel. Tu sais, si on regarde le cycle de vente chez toi, comment que ça va se produire? Quelqu'un qui n'est pas au courant de toi, ça va être quoi la première action qu'il va poser, qui va tomber sur ton site, qui va t'appeler? Si juste nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ton entonnoir de vente. Oui, bien justement, j'allais dire l'entonnoir, c'est le parfait terme qu'il faut utiliser parce qu'on pogne du monde à plein d'endroits dans l'entonnoir. Donc, l'entonnoir, quand on est complètement en bas, quand on est proche quand on est prêt à engager ou avoir des soumissions, moi, j'utilise beaucoup mon AdWords pour faire ça. Mon taux de conversion, il est très bon. C'est fait pour vraiment convertir du monde qui sont prêts à faire une demande de soumission à nos entrepreneurs. Donc, on parle, mettons, d'une requête qui ressemble à quoi dans ce cas-là? Oui, style Toiture Montréal. C'est pas grand monde. Quand tu tapes Toiture Montréal ou Couvreur Montréal, c'est parce que tu cherches un couvreur à Montréal. C'est pas pour te dire, je sais pas trop quoi, mais à Montréal. Mais il y a des affaires il y a plein d'autres termes de recherche dans l'entonnoir que le monde sont vraiment pas prêts à avoir une soumission maintenant. Par exemple, comment réparer une fissure de fondation. Donc, le monde, ils vont se dire, si j'ai une fissure de fondation, je vais essayer de le régler moi-même. Puis, on voit que nos taux de conversion sont vraiment plus bas sur ce genre d'article-là, mais c'est correct parce que ça a 2 utilités. Un, ça convertit quand même du monde parce que même si on dit que la personne est plus haute dans l'entonnoir, mais il y a quand même du monde qui disent, comment réparer une fissure de fondation, mais qui sont vraiment proches de qui sont prêts à demander une soumission. Donc, sûr, on va les capturer, mais on parle de 1%, des fois même 0,5% du monde. C'est très, très peu. Okay. Mais nous, on y va vers le volume pour ça.
Donc ça, c'est un des objectifs, acquérir des clients directement, mais plus loin que ça nous renforce vraiment au niveau de l'image de marque. Puis ça va nous aider dans nos campagnes AdWords, parce que la personne qui a lu l'article sur comment réparer les fissures de fondation, qui essaie de le faire elle-même, puis qui finalement se dit, bon, ben, j'ai engagé un entrepreneur 2 semaines plus tard, ben si elle retombe sur nos annonces, elle dit, ah ben oui, il me semble que ce site-là, ça m'avait indiqué des bonnes affaires. Donc, on voit que ça peut nous aider là, au niveau de nos conversions dans AdWords. Fait, dans le fond, quand tu dis que tu écris des articles à chaque jour, ça veut dire, bon, ben, comment réparer une fissure de fondation, comment réparer un toit qui coule, comment réparer. Fait que là, tu crées des articles sur toutes les comment faire pour ta. Par exemple. Mais on peut parler, un de nos articles qui est quand même populaire, c'est les magasins de céramique sur la Rive-Sud, par exemple. OK. Donc là, ben, on assume que le monde qui va acheter la céramique veulent éventuellement poser la céramique. Encore là, on ne vise pas du 20% de conversion. On s'entend que la majorité du monde recherche des magasins. Ils tombent sur notre site, sont contents, puis ils vont faire la job eux-mêmes. Mais des fois, je sais pas, ils ont peut-être un problème avec leur entrepreneur une semaine plus tard, puis ils vont se dire « Ah, me semble que ce site-là pouvait m'aider. » Donc là, ils vont utiliser nos services. Encore là, on va viser des 0,5% de conversion. Mais c'est des conversions qu'on n'aurait pas eues autrement, puis qu'on arrive au bon moment dans l'histoire de la personne. Ce que ça nous permet de faire, justement, c'est après ça, utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir faire du retargeting en fonction des intérêts de ces personnes-là. Donc, si on veut dire qu'on a 1000 personnes qui ont été sur des articles qui parlent de toiture, on peut faire une audience personnalisée dans Facebook pour, après ça, les retargeter pour leur dire hey, « en passant pour ta toiture, est-ce que tu cherches un entrepreneur? » Donc, ça nous permet, après ça, d'être vraiment plus ciblés dans nos autres canaux d'acquisition aussi. Là. Fait que, principalement, tu vas aller chercher du trafic sur ton site web en lien avec des requêtes assez populaires. Et à partir de ce moment-là, toutes ces personnes-là qui vont tomber sur ton site vont rentrer dans tes audiences de retargeting et tu vas leur envoyer un message précis à ces personnes-là, si je comprends bien. Oui, entre autres. Ça, c'est un canal d'acquisition, mais oui, c'est exactement. Ça va nous aider à créer plein de segments de marché qu'on peut taguer. Puis si, par exemple, encore là, pour décortiquer un petit peu le cycle de vente, si je m'en vais sur l'article « Les couvreurs », est-ce que je vais avoir une annonce de retargeting précise à la page couvreur que je vais avoir regardée ou vous recherchez pour une couverture, avez-vous pensé à soumission rénovation? Est-ce que c'est un message aussi précis ou ça va être juste de dire besoin d'une soumission rénovation? Comment vous le faites? Est-ce que vous le personnalisez à un point ninja? Le but, c'est évidemment le plus possible de personnaliser. La réalité, c'est que c'est tout le temps la bataille de mon temps versus combien ça va me rapporter. Donc, on veut le plus possible le personnaliser. Tu sais, si j'avais infini de temps, je le personnaliserais tout le temps à 100%. Mais à un moment donné, je me bats contre toutes les autres opportunités qu'il faut attraper. Donc, est-ce que je mets plus de temps dans AdWords? Est-ce que je mets plus de temps à développer mes affaires dans d'autres industries ou avec d'autres relations d'affaires? Ou est-ce qu'on met du temps plus dans Facebook? C'est tout le temps ça la bataille. Puis même si ultimement, oui, il faut le personnaliser, ben malheureusement, je ne veux pas tout faire. Puis je suis curieux parce que, bon, créer des articles, c'est bon, parfait, tu crées des articles. Mais après ça, j'imagine que tu n'es pas le seul à créer des articles. J'imagine qu'il doit y avoir une compétition. Comment tu fais pour être le premier en haut? As-tu une stratégie pour Google qui permet de hacker le truc et d'être le numéro 1? Ben, j'aimerais vraiment bien qu'ils acceptent les enveloppes brunes. Je les appelle tous les jours pour ça, mais ça ne fonctionne pas. Je dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Mais autrement que les enveloppes brunes, c'est vraiment pas facile, puis on s'entend que c'est vraiment pas une science exacte qu'est-ce qui est le SEO. Il y a du monde qui vont dire il faut faire telle chose, d'autres monde qui vont dire non, il faut vraiment pas faire ça, il faut faire telle autre chose. Donc il y a beaucoup de choses que en lisant, tu sais, comme je dis que je lis tous les jours, là, en prenant mon demi-heure tous les jours, on s'entend que je lis pas tout le temps sur le SEO, mais plein de fois j'ai lu sur ça. Ben j'apprends des nouvelles techniques du domaine pour comment mieux écrire les articles, puis comment améliorer le ranking du site. Puis j'ai une super bonne équipe en fait là, qui s'occupe de mettre en place, qui choisissent c'est quoi les prochains sujets. Ils vont utiliser des outils pour voir c'est quoi les volumes de recherche, c'est quoi les niveaux de difficulté de chacun des mots qu'on va essayer de cibler. Mais c'est quoi l'intention de recherche, disons, derrière Couvreur Montréal? Ben, tantôt je l'ai dit, c'est quelqu'un qui recherche un couvreur. C'est quoi l'intention de recherche derrière je sais pas, couvreur pas cher? Ben, c'est quelqu'un qui veut un couvreur pas cher. Ça, c'est assez évident, c'est straightforward, là, il n'y a pas de cassage de tête. Mais il y a des fois des affaires qui sont un peu plus poussées pour comprendre c'est quoi l'intention de recherche derrière qu'est-ce que le monde veut. Donc, disons, ventre de bœuf, je vais prendre cet exemple-là, ça ne veut rien dire pour la majorité du monde. Puis quand quelqu'un va taper ça sur Internet, en fait, ça signifie un problème de maçonnerie que tu as.
OK. Donc, si le monde tape ça, c'est seulement qu'ils se sont fait dire, par exemple, par un inspecteur, quand ils ont eu une inspection pour leur maison, Bon. qu'ils avaient un ventre de bœuf, ils ont dit, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont été sur Google, puis ils vont tomber sur cet article-là. Donc, si on est capable, après ça, de mieux comprendre les intentions de recherche puis d'où ils viennent, on peut donc mieux y répondre. Si la personne qui tape ventre de bœuf veut savoir c'est quoi un ventre de bœuf, puis comment le régler, puis comment trouver si vraiment c'est urgent à régler, ben t'écris un article sur ça parce que c'est ça que la personne va rechercher. Puis c'est ça que notre article qui parle de ventre de bœuf fait justement. Quand on parle de magasin céramique Rive-Sud, ben répond à la question de la personne. Mets des magasins de céramique sur la Rive-Sud. Puis ça, ben ça va faire que le monde va dire, ben c'est exactement ça que je voulais comme information. Google va dire, hey, c'est un super bon site. Le monde va sur ce site-là, ils vont pas sur les autres sites parce qu'ils ont trouvé l'information qu'ils voulaient. Puis de là, ben excellent, Google va aimer ton site parce qu'il réalise que tu réponds à la requête de recherche de la personne. Donc, c'est vraiment de penser à l'intention derrière les mots, pas juste de pitcher des articles au hasard. Puis je vais être bien honnête, la fameuse règle du 80-20 s'applique tout le temps. Puis là, ça s'applique aussi pour les articles. Autant que je dis, hey, on fait une recherche, on fait tout ça, la réalité, c'est que 80% de nos articles ramènent presque aucun, peu ou pas de résultats. Puis c'est 20% de nos articles qui ramènent 80% de nos résultats. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu prédire? Dans le sens, ça, je sais qu'il y a un gros volume de recherche, je crée un article vraiment fort, ou c'est des surprises? Bien, il y en a que c'est des surprises. Il y en a que je me dis, tabarouette, je pensais jamais ranker sur ça. Okay. Comme des fois, je me dis, ben pourquoi je rank pas? Il me semble qu'on a le meilleur article, tout ça. À un moment donné, les enveloppes brunes, comme j'ai dit, ça fonctionne pas. Mais oui, la recherche aide. Des fois, tu vas faire des recherches, par exemple, tu vas dire, bon, ben, j'ai un article qui parle, je donne un exemple, un article qui parlait de pavage d'asphalte. Là, on a réalisé qu'il y avait du monde qui tombait sur cet article-là qui recherchait du pavage pour le béton, pavage de pavé uni, des choses comme ça. Puis là, on fait parfait, on rajoute des sections de plus. On fait d'autres recherches un an plus tard pour voir c'est quoi les requêtes de recherche qui mènent à cette page-là. Puis à un moment donné, je vois entrée de gravier. Il n'y a personne qui parle d'entrée de gravier sur Internet. C'est zéro sexy, c'est pas intéressant. Ben, pas intéressant pour le monde qui ne s'intéresse pas à ça. Donc là, on a commencé à parler d'entrée de gravier. Ah, parfait. On est ranké super rapidement sur l'entrée de gravier parce qu'on a fait nos recherches et on a remarqué que la difficulté était minime. On a vu qu'on avait une opportunité à saisir et on l'a saisi. Honnêtement, c'est quand même du jus de bras faire ces analyses-là. Puis il faut quand même être à l'aise à faire des analyses statistiques, être à l'aise avec les données, puis comprendre le SEO. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça eux-mêmes. Moi, j'ai la chance d'avoir eu du temps puis d'avoir beaucoup lu sur ça. Mais tu sais, je ne recommanderais pas nécessairement à tout le monde de se dire « Hey, je vais m'improviser dans le SEO là-dedans. » Et est-ce que, mettons, tu as peut-être une méthode que tu pourrais partager pour être en mesure de... Parce que c'est ça que je trouve intéressant, tu rentres vraiment dans la tête de ton client potentiel, tu sais exactement comment il pense. S'il marque ça, c'est parce qu'il pense à ça. S'il marque ça, c'est parce qu'il est rendu là dans son cycle d'achat. Y a-t-il une méthode? Qu'est-ce que tu utilises comme outil qui te permet d'arriver à tirer ces conclusions-là? Il y a une panoplie d'outils. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais dire, bon, ben regarde, mettons, ou mon éditrice, là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, bon, ben regarde, j'ai un sujet que je veux aborder. Fondation Montréal. On va dire Fondation Montréal, c'est pour faire des fondations à Montréal. Pas vraiment. Quand tu tapes Fondation Montréal, c'est plein de d'organismes de charité, des organisations comme ça. Puis là, on réalise que ben on ne devrait pas vraiment targeter cette chose-là parce que quand le monde tape Fondation Montréal, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller sur Google pour faire une recherche pour voir qu'est-ce que Google nous retourne comme résultat parce que souvent, Google est bien plus fort que nous. Ce que le monde recherche, Google va le donner. Donc, déjà, ça va t'aider pour les intentions de recherche par rapport à ça. Ça, c'est la première chose pour Google. Alors ça, j'ai un autre outil qui s'appelle Keyword Finder. Je crois que c'est kwfinder.com, quelque chose comme ça. Donc, en gros, eux vont pouvoir t'aider pour les volumes de recherche puis les niveaux de difficulté. C'est sûr qu'il faut tout le temps prendre ça avec un grain de sel. À un moment donné, ils vont dire un niveau de difficulté super difficile, finalement, tu ranks sans problème. Donc, tu sais, c'est la boîte mystérieuse du SEO qu'à un moment donné, tu ne contrôles pas tout. Mais ça va être un autre outil qu'on va utiliser. Une autre chose, ça va être, par exemple, nos requêtes de recherche dans AdWords pour voir qu'est-ce que le monde a recherché puis pour nous donner des idées. Donc, quand on parle de couvreur Montréal, il y a peut-être quelqu'un qui va taper, disons, couvreur, entreprise spécialisée à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui écrivent des articles sur couvreurs entrepreneurs spécialisés à Montréal. Donc là, on va se dire, on a une long tail, donc une longue traîne, une série de mots qui sont directement pour nous, qui sont super bons pour l'entonnoir, qui n'aura pas beaucoup de compétition, pas beaucoup de volume, c'est vrai, mais on peut quand même aller cibler vers ça. Et quand on regarde finalement l'évolution que tu as faite de 2014 à aujourd'hui, si tu avais identifié une stratégie qui te permet d'atteindre le million, puis qui t'aurait peut-être aidé à l'atteindre encore plus rapidement, ça serait quoi?
Ben, honnêtement, c'est toujours plate à dire, mais il faut travailler fort. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est encore vrai pour nous. En fait, une chose qui m'a vraiment aidé, c'est que vu que j'ai appris à programmer par moi-même, ben, il y a plein d'affaires que j'ai simplifié ma vie. Tu sais, je vais donner un exemple. En 2014, dans la fameuse année du porte-à-porte, facturer, ça me prenait une journée par mois pour facturer tous mes entrepreneurs. Là, évidemment, tout est automatisé. Donc, tu sais, on sauve une journée à chaque mois par rapport à ça. Mais il y a plein d'autres choses comme ça qu'on a automatisé. Je vais donner un autre exemple. Les entrepreneurs avec nous, quand ils prennent un projet puis que le client, finalement, il répond jamais au téléphone, tu sais, c'est un mauvais client, que tu n'as même pas eu la chance de faire une soumission, les entrepreneurs peuvent faire une demande de crédit. Ça, c'est quelque chose qui prenait énormément de temps l'année passée. Puis que cette année, là, vers mai-juin, on a commencé à automatiser environ une bonne partie de ça. Puis ça fait qu'on a 40% de moins de demandes à traiter parce qu'il y a 40% qui est géré automatiquement. Donc ça, c'est une première partie qui m'a aidé à pouvoir croître puis à garder mes coûts relativement bas. La deuxième partie, on ne va pas se le cacher, c'est le marketing en ligne. C'est mes deux principales sources de marketing, comme j'ai dit tantôt, si tu les additionnes, c'est là, on a environ 90% de nos clients qui viennent soit de Google Ads ou de Bing ou de Facebook ou de notre stratégie de contenu qu'on fait sur notre blog. Donc, on ne peut pas s'en cacher, là, c'est 90%. Le reste, du 10%, ça va être du newsletter, qu'on repogne nos articles qu'on a déjà écrits, puis ça va être du monde qui refont affaire avec nous, par exemple. Ou des sources qu'on ne connaît pas, là, qui n'ont pas rapport, mais ça, c'est notre principal moyen d'acquisition, c'est vraiment ça. Fait que si tu avais à recommencer demain matin, tu aurais commencé, OK, ben dès le jour 1, je commence à écrire 3 articles par jour, je publie ça, je fais mes requêtes, et le plus rapidement possible, j'essaie de créer une bibliothèque énorme de contenu. Exactement. En fait, pour donner un exemple, B2B Quotes, qu'on a parti l'année passée au mois de mai avec Mathieu Plante, c'est exactement ça qu'on a fait. Okay. On a créé des articles régulièrement. À chaque semaine, il y avait plusieurs articles qui étaient écrits sur le site. On doit être rendu à, 250 articles, quelque chose comme ça sur B2B Quotes. On rank sur des mots-clés qui sont quand même intéressants, genre Google Ads, qu'on est sur la première page. Donc, il y a du monde qui font du Google Ads, qui veulent faire du AdWords, puis qui tombe directement sur notre article, ce qui nous ramène des clients. C'est pas seulement, c'est ça que j'aurais fait, c'est ça que je fais pour partir B2B Quotes. C'est ça qu'on fait aussi pour Expert Source, qui a été lancé hier, puis qu'on a déjà environ une dizaine d'articles depuis une semaine en pré-lancement qu'on avait commencé à écrire. Donc, on va continuer à faire ça parce que même si c'est pas payant dans le premier mois, même si c'est pas payant dans la première année, je sais qu'à un moment donné, ça va être super payant. Fait que toi, tu sais d'avance, mettons avec Expert Source que tu parles en ce moment, tu en as pour 1 an à écrire des articles avant de revoir le fruit de tes efforts. Exactement. Donc, c'est plate, mais c'est la réalité, mais c'est un investissement que je sais qu'il va avoir un gros retour sur investissement. Mais encore là, il faut pas dire « Ah, je vais juste écrire un article, puis Internet, ils vont s'arranger Google va s'arranger pour que ça arrive sur Internet. Il y a quand même une stratégie derrière. C'est pas juste « Ah, j'écris un article, puis le monde ça va me ramener plein de clients. » Il y a une grosse stratégie d'acquisition de liens, par exemple, qu'on fait avec plusieurs fournisseurs, mais aussi de recherche pour s'assurer que le contenu est pertinent, puis après ça, d'optimisation du contenu. Excuse-moi de t'avoir arrêté, mais juste pour les personnes, la recherche de liens, qu'est-ce que tu veux dire par là pour peut-être les personnes qui ne sont pas familières avec ça? Pour ranker sur Internet, il faut que tu aies du contenu bien optimisé sur ton site, mais aussi que sur le reste d'Internet, ça parle, disons, de façon positive de ton site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de parler de façon positive? C'est que des sites réputés mettent un lien vers ton site. Par exemple, j'ai fait une entrevue dans le journal Le Devoir, puis ils ont un lien vers le site de Soumission Innovation puis le site de b2bquotes.com. Donc, ça, tu vois, c'est un lien d'autorité qui a été généré parce qu'on a fait une entrevue avec un journaliste au Devoir. Mais on a fait ça avec plusieurs autres sites web. Des sites web généralement pas connus, là, je te dirais 98% des sites web qu'on a fait ça sont absolument pas connus, mais on peut quand même sortir beaucoup de bons jus, en fait, de toute cette acquisition de liens. Et que ça permet, finalement, l'acquisition de liens, ça permet de savoir que cette personne-là est crédible parce que, oui, les gros joueurs vont parler de lui, donc il est endossé un petit peu par... on peut parler ça un peu comme les quartiers. Tu sais, mettons, là, tu vas parler d'un quartier, tu vas te dire, OK, quand je regarde autour de là, c'est tout le monde, c'est des vieilles maisons, toutes cassées, tout ça. Si toi, tu habites là, le monde ils vont te juger, ils vont te dire probablement que tu es pauvre. Si toi, tu tiens au secondaire avec la gang de skaters, probablement que tu es un skater. Donc, Google va utiliser la même analogie pour ça. Il va te dire, regarde, c'est plein de casinos qui lient vers toi, probablement que tu es un site pas fiable.
OK. Donc, il faut pas avoir des liens de sites qui sont de casino. Il faut qu'il y ait, dans le cas pour la rénovation, des liens qui viennent de sites qui parlent de rénovation pour qu'on soit dans la gang de la rénovation. Puis là, tu peux être dans la gang de la rénovation, mais il y a plusieurs calibres de gang de la rénovation. Tu peux avoir les personnes avec des sites web, disons, de basse qualité. Tu ne tiens pas avec eux parce que Google va te dire il va t'associer à eux. Mais si tu peux t'associer avec des sites web de plus haute qualité qui peuvent te donner un lien, bien, Google va te dire, tu sais quoi, je sais pas, Rona a mis un lien vers ton site. Ben, Rona, il ne va pas mettre un lien vers un site qui n'a pas rapport. Donc, c'est des choses comme ça auxquelles il faut penser, là. Donc, la stratégie de contenu, c'est ce qui t'a permis finalement de franchir le million. Est-ce que tu penses la stratégie de contenu, c'est ce qui va te permettre d'atteindre le 5 millions? C'est sûr que oui. En fait, au Québec, la stratégie de contenu, il faut en profiter parce qu'on a une belle opportunité en ce moment. Soumission Rénovation, ça existe aussi dans le reste du Canada, sous le nom de renoquotes.com. Puis la stratégie de contenu est extrêmement plus difficile. On le voit, le marché québécois, le marché francophone, en fait, il y a beaucoup moins de compétition par rapport au reste du Canada. Pour les mêmes articles qu'on traduit littéralement, donc à un moment donné, on a déjà fait notre recherche, normalement, ça devrait bien ranker. On a énormément moins de résultats, puis je crois que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps à payer. Donc, quand j'avais parlé d'un an, peut-être qu'en anglais, ça va me prendre 3-4 ans. Mais ce que j'ai comme feeling, c'est que la stratégie de contenu en anglais, ça va beaucoup plus payer dans 3-4 ans. Parce que là, ben, on n'aura pas juste la population du Québec, on aura la population du Canada, peut-être même des États-Unis. Puis que là, ben, peut-être mes livres aux États-Unis, je vais pouvoir les vendre à un grossiste là-bas. Parce que clairement, à un moment donné, on ne va pas pouvoir gérer 500 millions d'entrepreneurs là-bas. Donc, je crois que la stratégie de contenu, il faut en profiter quand on est au Québec. Dans le reste du Canada, il faut s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus difficile. Mais d'après moi, il y a quand même une opportunité si on n'investirait pas autant là-dedans. Puis quand je parle d'investir là-dedans, cette année, on dépense plus de 100 000 $ dans notre stratégie de contenu. Là. Donc, Et est-ce que c'est nouveau de cette année que tu t'attaques au Canada anglais? C'est depuis janvier 2017. Donc, ça fait environ un an et demi. Puis, on commence à avoir des résultats là, avec notre stratégie de contenu, mais c'est pas pas du tout aussi wow que la partie francophone. Et pour ranker plus dans un milieu plus compétitif, est-ce que c'est avoir plus de liens, faire plus d'articles? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est plus compétitif? Ben, honnêtement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle à ça. C'est exactement ce que tu as dit. Plus de liens, plus de contenu, du contenu vraiment optimisé. Okay. Il faut se démarquer des autres. Donc, dans un milieu qui est extrêmement compétitif, ben, est-ce que ton article est meilleur que les autres? Si oui, pourquoi? Puis après ça, comment est-ce que tu fais pour le pousser sur les réseaux sociaux, par exemple, pour que le monde dise hey, c'est intéressant, puis après ça, il y a des partages. Je vais donner un exemple. Notre site, il a même été cité dans le Journal de Montréal la semaine passée, sans même qu'on fasse aucun outreach envers eux. Pourquoi? Ben parce que c'est vraiment que le journaliste, il a vu notre site parce qu'il a été sur un article, ou il l'a vu sur Facebook, ou je ne sais pas trop quoi, puis il a cité notre site là, sur le Journal de Montréal. Donc, en faisant des stratégies qui sont plus organiques, par osmose, ça va aider à bâtir la crédibilité de ton site puis d'avoir plus de liens d'endroits où tu ne t'attendrais pas. Donc, être meilleur que les autres, finalement, c'est ce qui permet c'est ce qui va te permettre, finalement, sur le long terme, d'aller chercher les premiers liens, d'être le numéro 1 en haut. C'est pas en faisant un hack, c'est juste en étant le meilleur. Oui. Puis moi, ce que je dirais à toutes les personnes qui veulent se lancer là, dans la stratégie de contenu, bats-toi pas pour Couvreur Montréal où est-ce que tout le monde veut se battre. Okay. Bats-toi sur quelque chose que le monde ne veut pas trop se battre, genre l'entrée de gravier, que personne n'écrit de quoi dessus. Excellent, mais bats-toi sur ça, puis tu vas pouvoir voir que tu auras des résultats plus rapidement que si tu te battais où est-ce que tout le monde veut se battre. C'est sûr que tu n'auras peut-être pas des clients d'aussi bonne qualité que qu'est-ce que tu aurais voulu. Peut-être que ça va prendre plus de visiteurs, mais tu vas être plus facilement numéro 1. Puis une fois que tu as bâti ta stratégie de contenu via des articles, disons, qui vont chercher des affaires que le monde ne va pas targeter, genre comment réparer une fissure de fondation, le ventre de bœuf, des choses comme ça, bien éventuellement, Google va dire, bon, ce site-là, il y a quand même de confiance. Donc là, tu vas pouvoir ranker sur les mots-clés qui sont plus difficiles, genre Couvreur Montréal, pour après ça vraiment en profiter. Parce que si tu veux, je te bats jour 1, Couvreur Montréal, regarde, oublie ça. Là. Ça risque d'être très long et très coûteux. Michel, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que dans les dernières années, on dit souvent qu'on apprend de nos erreurs et on va en tirer des leçons inestimables. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, un accident, une réalisation que tu as faite, une grosse erreur que tu as commise qui t'a permis de tirer une leçon inestimable et tu t'es dit plus jamais je ferai cette erreur-là?
Je pourrais jamais dire je ne vais plus jamais faire cette erreur-là, parce qu'on ne sait jamais. Mais une erreur que j'ai faite, clairement, c'est que quand on est passé de 2015 à 115 000 de revenus à 450 000 de revenus en 2016, puis que de mon 700 pièces de profit à un profit un peu plus intéressant en 2016, je me suis dit, là, je suis au Québec, on va exploser la planète, puis on va faire le reste du Canada, check-moi aller. Puis, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai sous-estimé comment c'est difficile de percer un nouveau marché. Puis je crois que la prochaine fois que je vais vouloir percer un nouveau marché, je vais m'y attendre là, vraiment de pied ferme, si on peut dire ça comme ça. Pour donner une idée, ça me coûte 2 fois plus cher d'acquérir un nouvel entrepreneur dans le reste du Canada, puis il fait 3 fois moins de revenus. C'est divisé par 6 mon ROI en quelque sorte, là. Fait que concrètement, qu'est-ce que tu ferais? C'est mettre plus d'argent de côté, engager plus de personnes? Ouais, c'est de mettre de faire en sorte de budgéter. Parce que tu vois, 2017, moi, je pensais que j'allais faire des gros profits parce que je me disais, pour lancer 2016, on va rocker ça, tout ça. Finalement, on a fait une belle perte là, en 2017. Mais ça m'a appris qu'à un moment donné, il faut faire attention à comment on veut s'attaquer au nouveau marché. Il y a des risques, c'est pas aussi simple qu'est-ce qu'on pense. En 2017, quand j'ai commencé, je me suis dit, Halifax, Ottawa, Toronto, Calgary, let's go, on est partout au Canada. Je crois que la prochaine fois, je vais dire, regarde, on va faire Ottawa en premier. Mm-hmm. Après ça, voir comment ça donne, comment on réagit. Faire un premier genre un test de pénétration de marché. Si ça réagit bien, parfait, est-ce qu'on peut aller à Toronto, rentrer profond à Toronto, puis après ça, ouvrir une ville à la fois au lieu d'aller gun blazing, là, partout, puis finalement, pas faire grand-chose. Au lieu finalement d'avoir une approche un petit peu wide, puis de dire, OK, j'attaque tout le monde en même temps, c'est d'y aller deep, puis de dire, OK, je vais faire tomber un domino. Exact. Ça va être cette région-là, après ça, cette région-là, après ça, cette région. Fait que le focus finalement sur un objectif clair, mais facilement prenable à quelque part, ou en tout cas plus facilement que de dire le Canada. Et à partir de ce moment-là, tu vas créer un effet domino. Oui, puis c'est exactement ça. Tu as tout compris, là. C'est quoi le conseil qu'on t'a jamais donné qui t'aurait aidé à accélérer ta croissance? Conseil qu'on m'a jamais donné qui aurait pu aider ma croissance. En fait, faisons du marketing en ligne plus tôt. Comme ça, j'aurais sauvé une année. Mais ça, à un moment donné, c'est un apprentissage qu'il fallait faire pour que je comprenne l'utilité de ça. Et si on regarde un petit peu le plan de match disons, les 3 prochaines années, où est-ce que tu te vois dans 3 ans et qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Parce que là, j'ai cru comprendre, oui, il y a soumission rénovation, mais il y a aussi une espèce, ton enveloppe de site web, de quotes, ce qu'on peut appeler. Donc, est-ce que tu peux nous donner une idée de qu'est-ce que tu vas faire d'ici les 3 prochaines années pour avoir une domination mondiale? Oui. En fait, ça ne sera pas une domination mondiale. Je suis désolé, Robin, de te l'apprendre. Donc, en fait, le plan de match, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a une super bonne technologie. On a un bon algorithme, ça fonctionne bien, il y a beaucoup d'automatisation, donc on peut déployer toute notre technologie dans une autre industrie sans trop de difficultés. Donc, c'est pour ça que justement, j'ai lancé ExpertSource à l'instant, puis qu'on avait lancé B2B Codes l'année passée. Puis, je sais que l'industrie des mises en relation dans le domaine des soumissions, par exemple, ou des besoins comme ça, c'est un marché en ébullition. Tu sais, j'ai vu plusieurs personnes qui ont lancé des sites. Bon, d'autres, certains, je te dirais la majorité, ça fait juste échouer parce que c'est plus utile que ce que le monde pense. Mais je crois que nous, avec tout notre savoir-faire, tout ça, on peut se lancer dans d'autres industries encore. Tu sais, je vais donner un exemple, là, juste entre toi et moi, Robin. J'espère que personne d'autre écoute. Par exemple, est-ce qu'on pourrait pas faire un site de mise en relation pour les voitures? Ou est-ce que quelqu'un qui voudrait acheter une voiture, je sais pas, il se dit, regarde, moi, j'ai un budget de 20 000 $, voici c'est quoi les features que j'ai besoin. Puis après ça, on le met en relation avec, disons, 3 concessionnaires, puis 2 revendeurs particuliers, puis un grossiste, là, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais ça pourrait être un exemple. Donc, il faut juste penser à quelle industrie qui aurait besoin de ça. Puis la réalité, c'est qu'il y a tellement d'industries qui ont besoin de mise en relation qu'en ce moment, le système n'est pas du tout efficace comment c'est fait. Et finalement, tu vas être en mesure de trouver des niches possibles de mise en relation, puis tu vas essayer de développer ta technologie de niche en niche. Nice. Michel, dans le fond, nous autres, on termine toujours sur une série de questions éclairs. Okay. Et donc, dis-moi instinctivement qu'est-ce qui vient en tête, puis s'il n'y a rien, il n'y aura rien, tout simplement. Tu parlais que tu aimes ça te garder à jour. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour tout le temps être on top of the curve? Je lis Quora.com, Quora.com. Tu peux t'abonner à plusieurs topics, en fait. Donc, moi, c'est pas juste par rapport à la business. Hein. Donc, l'histoire, géographie, politique. Mais après ça, je mets clairement du SEO business. Puis, tous les jours, je vais lire plusieurs questions-réponses sur ça, puis apprendre de plusieurs personnes dans le monde pour ça. Est-ce que tu as un mantra que tu suis au quotidien?
En fait, oui, il y en a un que j'essaie, que je suis pas capable de tout le temps l'appliquer tous les jours, mais que j'essaie le plus possible, c'est d'améliorer ma business d'1%. Parce que par l'effet cumulé, 1%, si tu le fais à tous les jours, ta business grossit énormément. C'est pas 365% parce que si tu fais 1% sur l'autre 100% que tu as déjà fait les 100 jours d'avant, c'est beaucoup plus élevé. Donc, je crois que si tu fais de 1% à chaque jour, là, ça donne quelque chose comme 1000 ou 10 000% d'augmentation. Bon, la réalité, c'est que je ne fais pas vraiment 1%. Moi, 0,1%, je suis content avec ça. Si je suis capable de faire ça à chaque jour, moi, je suis content. Est-ce que je suis capable? Non, mais j'essaie toujours de penser comment est-ce que je peux améliorer ma business aujourd'hui. Un livre qui a changé ta vie. Moi, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de Dale Carnegie, c'est How to Win Friends and Influence People. C'est pas parce que je manquais d'amis, je inquiète pas, Robin, mais il y a plein de choses là-dedans qui t'aident à dealer avec tes relations interpersonnelles qui sont un moment du gros bon sens, mais qui met un concept sur le gros bon sens. Il y en a un des exemples de concept, là, c'est de toujours dire des affaires qui sont à valeur ajoutée. Mettons que tu as un conflit avec un employé ou avec ta blonde ou avec peu importe qui, c'est pas dire des mots genre tabarnak ou des choses comme ça. Puis c'est aussi essayer de dire des affaires constructives pour aider à pas nuire au problème. Puis je trouve ça intéressant que tu as mentionné ce livre-là parce que, tu sais, en le fond, le marketing, puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand tu nous parlais, tu sais, c'est de rentrer dans la tête de son client. Puis je trouve que How to Win Friends, c'est un guide finalement pour rentrer dans la tête de quelqu'un. C'est le guide de l'empathie à quelque part. Absolument. Puis je trouve que les meilleurs marketeurs, puis je veux dire, juste ton raisonnement avec les requêtes montre à quel point tu es capable de te mettre dans les souliers de ton client potentiel pour après ça créer le bon contenu qui va y plaire. Donc, je trouve ça très, très puissant que tu parles de ce livre-là. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Croissance ou profit? Mais ça va dépendre dans quel contexte. Là, je triche un peu, là, je prends ta question, je vais la démonter. En gros, croissance, si tu es fundé par des investisseurs, c'est croissance, c'est sûr et certain. Moi, je ne suis pas fundé par des investisseurs, donc c'est sûr que le profit, c'est important, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas aller en faillite. Mais pas profit, je n'ai pas besoin de faire 1 million de profit maintenant. Moi, tout mon profit, je le réinvestis dans la croissance, mais j'ai quand même besoin d'un minimum pour pouvoir vivre. Là. Et finalement, si tu avais à dire, à nous partager, c'est quoi ton super pouvoir d'entrepreneur? En fait, moi, je suis bon à rien. Mais en fait, non, c'est pas ce que j'aurais dû dire. En fait, je suis pas le meilleur à quoi que ce soit. Je suis un généraliste. Je connais bien des choses dans bien des domaines, mais le monde sont vraiment meilleurs que moi dans bien des choses. Puis c'est de savoir après ça, tu sais, en étant bon dans plusieurs choses, tu peux avoir des conversations avec ces personnes-là, puis mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis mettre en application qu'est-ce qu'ils vont te dire. Tu sais, on a parlé de programmation que je suis capable d'en faire. Je suis capable de faire du marketing dans le sens que faire du porte-à-porte, mais aussi faire du marketing en ligne. J'ai de l'empathie pour mes clients, mais aussi pour mon équipe. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que je crois que pour moi, mon super pouvoir, c'est d'être bon dans bien des choses, mais sans exceller, puis à ce pouvoir m'entourer des personnes qui peuvent m'aider. Fait que peu importe qu'est-ce que tu vas te déléguer, tu vas le comprendre, autrement dit, c'est ça? Oui, puis pour moi, c'est important pour qu'on puisse parler le même langage, puis vraiment comprendre qu'est-ce que tu me dis, pouvoir coder bullshit quand c'est de la bullshit. Mais après ça, de pouvoir avoir plein d'idées sur plein de choses là, parce que je comprends ce que tu me dis. Là. Nice, c'est ce qui fait le tour finalement de la petite entrevue que je voulais faire avec toi aujourd'hui, Michel. Je suis vraiment enchanté d'avoir appris un petit peu plus les techniques finalement pour diriger du trafic, pour attirer des personnes, des clients potentiels. C'était vraiment, vraiment très instructif. Merci de ta participation. Merci de m'avoir invité. Et si les gens sont intéressés, est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, les sites web que tu as si les gens sont intéressés par peu importe lequel des services? Soumissionrénovation.ca, tout au singulier. Le deuxième site, c'est b2bquotes.com, b2bquotes.com, QOTES. Puis le troisième, c'est expertsource.com. On n'a pas le premier E, il coûtait trop cher, donc c'est xpertsource.com. Et voilà. Super, merci énormément, Michel, de ta participation. Parfait. Bye-bye. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de ma discussion avec Michel Jaudoin. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pris des notes. Moi, de mon côté, je retiens 2 choses. La première affaire, j'appellerais ça le coût d'opportunité. On le sait, on a toutes 24 heures dans une journée et c'est important de mettre des efforts où est-ce qu'on a un retour sur notre temps et sur notre investissement. Quand on parlait de publicité retargeting sur Facebook, donc si je visite son site Internet, je reçois une publicité, j'ai demandé s'il y avait, par exemple, des publicités précises par
articles. Donc lui, il disait, bon, il y avait déjà plus de 400 articles, je pense. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 400 publicités différentes pour respecter cette espèce de concept-là de personnalisation de la publicité. Au lieu de ça, il s'est concentré sur une chose. Il a fait une publicité retargeting qui va être générique, qui va être capable de s'adresser à tout le monde, qui va donner envie aux gens de retourner sur son site Internet. Mais ce n'est pas casser le basic à créer justement 400 pubs différentes. Donc, c'est toujours là d'évaluer un petit peu le coût d'opportunité. Est-ce que de créer 400 pubs différentes, personnalisées à chaque contenu va faire une différence? Probablement pas. Donc, lui, il est mieux d'investir son temps, ses énergies, ses ressources sur créer un maximum d'articles. Deuxième chose que je retiens, l'effet domino, un petit peu que je pourrais appeler, c'est de commencer étape par étape, une marche à la fois. Et dans son cas, il y avait 2 exemples où est-ce qu'il a suivi cette stratégie-là. Au départ, il disait si quelqu'un commence à faire des articles puis veut dominer les moteurs de recherche, c'est mieux de commencer sur une longue traîne, donc une longue série de mots. Un entrepreneur de toiture spécialisé à Montréal, c'est l'article qui parlait. Donc, c'est très facile d'être l'article numéro 1 sur quelque chose de très, très, très précis, mais qui a peu de volume et peu de compétition. En même temps, quand on parle de dominer un marché, il veut dominer le marché canadien, mais il s'est vite rendu compte que d'essayer de dominer le Canada, c'est pas parce qu'il avait fait des profits, qu'il avait eu une bonne année, que c'était facile. Il est mieux commencer de dominer précisément le marché, ensuite peut-être précisément l'Ontario, l'Alberta, mais vraiment d'y aller une province à la fois au lieu de gaspiller ses efforts à essayer de capturer le Canada au grand complet. Donc encore une fois, l'étape de commencer avec un objectif quand même qui va être facilement atteignable, qui va être réaliste, puis qui nous va permettre finalement d'aller chercher un retour, qui va nous permettre de gagner confiance. Donc j'ai bien aimé ce concept-là. Si vous avez apprécié le podcast, c'est très simple. Je vous invite à aller sur iTunes, vous abonner et laisser une note et un commentaire. Plus que je vais avoir de notes et de commentaires et plus je vais avoir une grande visibilité. Donc, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Un échange de valeur si ça vous intéresse. Merci tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous avez des questions, des suggestions. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de parler avec les auditeurs. C'était le mot de la fin, donc merci encore d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Hypercroissance. Bye tout le monde.